Le lendemain, je traversais encore une station de franchie, une passe du nom de Fotula, à 13 500 pieds de hauteur. Sur le faîte s'élève une petite chapelle tortaine. De là, suivant le lit entièrement desséché d'un torrent. Je descendis jusqu'à un hameau du nom de Lamayour, qui apparaît à l'improviste aux yeux du voyageur. Un couvent qui semble collé au flanc du rocher et qui s'y tient de miraculeuse façon, domine le village. Les escaliers sont inconnus dans ce monastère. Pour passer d'un étage à l'autre, où on se sert de cordes, on communique avec le dehors par tout un labyrinthe de passages et de couloirs sans fin. Sous les fenêtres du couvent, qui font penser à de grands nids accolés à un rocher isolé, est une petite auberge qui met à la disposition des voyageurs des chambres peu engageantes. À peine venais-je de m'étendre sur un tapis que des moines, vêtus de halates jaunes, emplirent ma chambre, me harcelant de questions sur les lieux d'où j'étais parti, sur le but de mon voyage, etc. Finalement, ils m'invitèrent à monter chez eux. Malgré ma fatigue, j'acceptai leur offre et me mis à gravir les passages escarpés, taillés à même le roc et encombrés d'une infinité de cylindres ou girouettes à prière que je touchais malgré moi et faisais tourner. On les a placés là pour éviter aux passants une perte de temps dans leurs prières. Comme si leurs affaires eussent dû absorber complètement leur journée et qu'il ne leur restât pas le loisir de prier beaucoup. Beaucoup de pieux bouddhistes utilisent à ce but le courant des rivières. J'ai vu toute une rangée de cylindres munis de leurs formulaires et placés sur le rivage de telle sorte que l'eau les mit en mouvement. Et par cela même, exempta leurs propriétaires de l'obligation de prier. Je m'assis sur une banquette dans une salle où régnait un demi-jour. Les murs en étaient garnis des inévitables statues de Bouddha, de livres et de girouettes. Les lamas loquaces se mirent à m'expliquer la signification de chaque objet. Et ces livres-ci, leur demandai-je, se rapportent sans doute à la religion? Oui, monsieur. Ce sont quelques tomes religieux qui traitent des premiers et des principaux rites de la vie commune. Nous possédons plusieurs parties des paroles de Bouddha consacrées au grand et indivisible être divin et à tout ce qui est sorti de ses mains. Parmi ces livres, n'existe-t-il pas quelques récits sur le prophète Issa? Non, monsieur, me répondit le moine. Nous ne possédons que quelques principaux traités relatifs à l'observance des rites religieux. Et quant aux biographies de nos saints, elles ont été recueillies à Lhasa.
Il y a même de grands couvents qui n'ont pas encore eu le temps de se les procurer. Avant de venir dans ce Gomka, je suis demeurée plusieurs années dans un grand couvent au-delà du Ladakh et j'y ai vu des milliers de livres et de rouleaux copiés à diverses époques par les lamas du monastère. Les ayant encore longuement interrogés, j'appris que le couvent en question se trouvait près de Leh. Mes instances réitérées eurent le don, paraît-il, de faire naître le soupçon dans l'esprit des lamas. C'est avec un véritable plaisir qu'ils me reconduisirent en bas, où je m'endormis, après une légère collation et après avoir chargé mon hindou de s'informer habilement près des jeunes lamas du couvent du nom du monastère où avait habité leur chef avant sa nomination à Lamayour. Levé dès l'aube, je continuai ma route et l'hindou m'apprit qu'il n'avait rien pu tirer des lamas qui se tenaient sur leur garde. Je ne m'arrêterai pas à décrire la vie des moines dans ces couvents, car elle est la même dans tous les cloîtres du Ladakh. J'ai vu plus tard le célèbre monastère de Leh, sur lequel je reviendrai avec force et détails concernant surtout l'existence curieuse qui mène les moines et les religieuses dont la vie est commune. À Lamayour commence une pente escarpée à travers un défilé étroit et sombre qui se dirige vers l'Inde. Sans avoir aucune idée des dangers que présentait la descente, j'envoyai mes porteurs en avant et mis pied à terre sur une route assez douce qui passe entre des collines d'argile brune. Mais bientôt le chemin me fit l'effet d'entrer dans un souterrain étroit et obscur. Il serpentait comme une corniche au flanc de la montagne escarpée, planant au-dessus d'un abîme effroyable. Un cavalier qui serait venu à ma rencontre n'eût certes pas pu passer. Toute description serait trop pâle pour rendre la beauté grandiose et farouche de cette gorge dont les cimes dardent leurs crêtes vers le ciel. À certains endroits, le passage se resserre tellement que de ma selle, je pouvais atteindre avec le bout de ma canne le rocher opposé. D'autres fois, il semble que l'on doive mourir sur le champ, là où on se trouve. Il était maintenant trop tard pour descendre de cheval. En entrant seul dans cette gorge, je ne me doutais pas que j'aurais bientôt l'occasion de regretter ma folle imprudence. Cette gorge n'est autre qu'une énorme crevasse, due à quelque formidable tremblement de terre qui a violemment séparé deux énormes masses de rochers granitiques. Au fond du défilé, on voit courir un filet blanc à peine perceptible. C'est un torrent impétueux, dont le grondement sourd emplit le défilé d'un murmure mystérieux. Au-dessus du voyageur plane un ruban bleu, étroit et plein de sinuosités, seule partie de la voûte céleste que laissent apercevoir les rocs de granit. C'était un plaisir exquis que cette vue majestueuse de la nature. En même temps, cette paix sévère, le silence effrayant des montagnes et le murmure mélancolique de l'eau
dont les flots se brisaient sur des rocs de granit, m'emplissaient d'une angoisse invincible. Nous eûmes pendant près de 8 miles à ressentir ces sensations, à la fois douces et pénibles. Puis, après un détour à droite, notre troupe déboucha sur un petit vallon cerclé de rocs granitiques, dont les cimes se mirent dans l'Inde. Sur les berges du fleuve se trouve la petite forteresse de Khalsi, forteresse célèbre datant de l'époque des invasions musulmanes, et par où passe l'unique route du Cachemire au Tibet. Après avoir traversé l'Inde, sur un pont à peu près suspendu, qui mène à la porte de la forteresse qu'on ne peut tourner, je traversai le vallon, puis le village de Khalsi. Désireux de passer la nuit au hameau de Snourli, situé dans la vallée du fleuve et construit en terrasses qui aboutissent à l'Inde. Je voyageai les 2 jours suivants, tranquillement et sans difficulté à surmonter, le long des rives de l'Inde, dans une contrée pittoresque qui me conduisit à Leh, capitale du Ladakh. En traversant le petit vallon de Saspula et près du village du même nom, sur une distance de plusieurs kilomètres environ, on rencontre des tortaines, des manets et 2 couvents, sur l'un desquels flotte le drapeau français. J'ai appris par la suite qu'un ingénieur français en avait fait don aux moines, qui s'en servirent dans un but décoratif. Je passai la nuit à Saspula. Je n'oubliais certes pas de visiter les couvents. Je revis pour la 10e fois les éternelles et poussiéreuses idoles de Bouddha, des drapeaux et des oriflammes en tas dans un coin, des masques difformes gisant sur le sol, des livres, des rouleaux de papier amoncelés, sans ordre, et une immense quantité de girouettes à prière. Les lamas éprouvent un plaisir particulier à faire cette exhibition. Ils ont l'air d'étaler de à vos yeux les trésors de leur couvent et de se soucier fort peu de l'intérêt particulier que peut y prendre le voyageur. Il nous faut tout faire voir, dans l'espérance que la vue seule de ces objets sacrés forcera le voyageur à croire à la grandeur divine de l'âme humaine. Quant au prophète Issa, on me fit les mêmes récits que j'avais déjà entendus. J'ai appris ce que je savais auparavant, que les livres qui pouvaient m'instruire sur lui se trouvaient à Lhasa, et que les grands monastères seuls en possédaient quelques copies. Je ne songeais plus à passer le Karakorum, mais bien à retrouver l'histoire du prophète Issa, qui mettrait peut-être sous un certain jour la vie intime du meilleur des hommes et compléterait les données assez vagues que l'Évangile nous apprend sur lui. Un peu avant Leh, et à l'entrée de la vallée qui porte ce nom, notre route s'arrête près d'un rocher isolé, sur la pointe duquel sont construits un fort flanqué de 2 tours et sans garnison, et un petit couvent du nom de Pitak. Une montagne haute de 10 500 pieds protège l'entrée du Tibet. La route pointe ensuite brusquement vers le nord dans la direction de Leh. Située à 11 500 pieds, à 6 miles de Pitak et au bas d'une immense colonne granitique, au faîte couvert de neige éternelle et qui atteignent 18 à 19 000 pieds.
La ville elle-même, entourée d'une ceinture de trembles rabougris, s'élève par terrasses successives que domine un vieux fort et le palais des anciens souverains du Ladakh. Vers le soir, je fis mon entrée dans l'Lé et descendis dans un bungalow, construit spécialement pour les Européens que la route des Indes amène ici à l'époque des chasses. Le Ladakh. Le Ladakh faisait jadis partie du Grand Tibet. Les fréquentes invasions qui venaient du nord et traversaient ce pays pour aller conquérir le Cachemire, et les guerres dont le Ladakh fut le théâtre, non seulement le réduisirent à la misère, mais eurent encore ce résultat de le soustraire à la domination politique de Lhasa, en le faisant passer d'un conquérant sous un autre. Les musulmans qui s'emparèrent à une époque reculée du Cachemire et du Ladakh convertirent de force à l'islamisme les débiles habitants du petit Tibet. L'existence politique du Ladakh se termina lors de l'annexion par les séiques de cette contrée au Cachemire, ce qui permit aux Ladakhiens de reprendre leurs anciennes croyances. Deux tiers des habitants en profitèrent pour réédifier leur gompa et reprendre leur vie passée. Seuls les Baltistans demeurèrent musulmans chiites, secte à laquelle les conquérants du pays avaient appartenu. Malgré cela, ils n'ont conservé qu'une teinte fort vague de l'islamisme, dont le caractère se révèle surtout dans leurs mœurs et dans la polygamie qu'ils mettent en pratique. Quelques lamas m'affirmèrent qu'ils ne désespéraient pas de les ramener un jour à la foi de leurs ancêtres. Au point de vue religieux, le Ladakh dépend de Lhasa, capitale du Tibet et résidence du Dalai Lama. C'est à Lhasa que s'élisent les principaux Kutkutut, ou lamas suprêmes, et les Chokzot, ou ménagers. Politiquement, il est sous l'autorité du Maharaja du Cachemire, qui entretient un gouverneur. Les habitants du Ladakh appartiennent à la race chinoise, touranienne, et se divisent en Ladakhiens et Champas. Les Ladakhiens mènent une existence sédentaire, bâtissent des villages le long de vallées étroites, habitent des maisons à 2 étages, où règne une assez grande propreté, et cultivent quelques lopins de terre. Ils sont excessivement laids, de petite taille, maigres, le dos quelquefois voûté, et entre des épaules fuyantes, une tête petite aux pommettes saillantes, au front étroit et se dérobant, les yeux noirs et brillants de la race mongole, le nez écrasé, une bouche large aux lèvres amincies, le menton petit, garni d'un poil fort rare, et où viennent se terminer les rides qui sillonnent 2 joues creuses. Tel est le Ladakhien. À tout cela, ajoutez une tête rase de laquelle pend une toute petite natte de cheveux. Vous aurez le type général des habitants non seulement du Ladakh, mais du Tibet entier.
Les femmes sont également de petite taille et ont les pommettes proéminentes, mais elles sont d'une constitution beaucoup plus robuste. L'incarnat colore leurs joues et un sourire sympathique égaye leurs lèvres. D'une humeur très égale et très joyeuse, elles aiment beaucoup à rire. La dureté du climat et l'âpreté du pays interdisent aux Ladakiens l'usage des vêtements riches et de couleurs variées. Leurs chemises sont de simples toiles grises et de draps grossiers qu'ils confectionnent chez eux. Leurs pantalons, de même étoffe, descendent jusqu'aux genoux. Les gens de condition aisée endossent encore le shoga, sorte de pardessus. En hiver, ils portent un bonnet fourré à oreilles et en été se couvrent la tête d'un bonnet de drap, dont la pointe pend sur le côté. Leurs chaussures sont en feutre recouverts de cuir. Tout un arsenal de menus objets pend à leur ceinture. On y trouve une trousse à aiguilles, un couteau, une plume et un encrier, une blague à tabac, une pipe et l'inévitable girouette de prière. Les Tibétains sont généralement d'une si grande paresse qu'une natte de cheveux qui vient de se dénouer ne se tresse plus de 3 mois. Une fois leur chemise sur le corps, ils la gardent sans l'ôter jusqu'à ce qu'elle tombe en loques. Leur pardessus est toujours malpropre et, dans le dos, on peut contempler une grande traînée huileuse qui imprime la natte de cheveux, que l'on n'oublie pas de soigneusement graisser chaque jour. Ils se débarbouillent une fois par an, et ce, contraints par la loi et nullement de leur plein gré. Ils répandent une telle puanteur qu'on fait tout pour rester auprès d'eux le moins possible. Par contre, les femmes sont très amoureuses de la propreté et de l'ordre. Elles se lavent toute la journée et à propos de tout. Une chemise courte et propre cache leur gorge éblouissante de blancheur. La tibétaine jette sur ses épaules rondes une camisole rouge dont les pans entrent dans un étroit pantalon de drap vert et rouge, long d'à peu près 2 mètres. Elle passe ce pantalon original de façon à le faire bouffer, ce qui protège les jambes contre le froid. Elle se chausse de bottines rouges brodées, garnies de fourrure à l'intérieur. Une large jupe de drap à plis nombreux complète sa toilette d'intérieur. Les Tibétaines tressent leurs cheveux en une natte mince et y fixent à l'aide d'épingles un large morceau de drap flottant qui rappelle un peu la coiffure des Italiennes. Au-dessous de cette sorte de voile, elles suspendent d'une façon bizarre divers cailloux aux couleurs voyantes, ainsi que des pièces de monnaie et des fragments de métal découpés. Elles recouvrent leurs oreilles de 2 languettes, de drap ou de fourrure, par-dessus le corps. Elles se jettent une peau fourrée de brebis qui ne leur couvre que le dos. Les femmes pauvres se contentent d'une simple peau d'animal, tandis que les femmes de condition aisée portent de véritables pélisses recouvertes de drap rouge et brodées de franges d'or. Soit qu'elles se promènent dans les rues, ou qu'elles rendent visite à leurs voisines, les Ladakiennes portent toujours sur le dos un panier de forme conconique, dont la petite base est tournée vers le sol.
Elles l'emplissent de crottins de cheval et de bouse de vache, qui constituent le combustible du pays. Chaque femme possède de l'argent, qui lui appartient en propre. Elle le dépense en bibelots. Généralement, elle s'achète, à peu de frais, de grands morceaux de turquoise qui viennent s'ajouter aux ornements bizarres de sa coiffure. J'ai vu de ces pierres qui atteignaient jusqu'à 5 livres. La Ladakienne a une position sociale que lui envient toutes les femmes d'Orient, car elle est libre et respectée. À part quelques travaux champêtres, elle passe la plupart de son temps en visite. Il est à remarquer toutefois que les commérages sont chose inconnue ici. La population fixe du Ladakh se livre à l'agriculture, mais les habitants possèdent si peu de terre, la part de chacun peut s'élever à 4 hectares environ, que le revenu qu'ils en tirent ne peut suffire à défrayer leurs premiers besoins et ne leur permettent pas d'acquitter les impôts. On dédaigne généralement les métiers manuels. Les artisans et les musiciens composent la plus basse classe de la société. On lui donne le nom de Bem, et on se garde bien de contracter alliance avec elle. Pendant des heures, pendant les heures de loisirs que leur laissent les travaux des champs, les habitants se livrent à la chasse des chèvres du Tibet, dont la fourrure est très appréciée aux Indes. Les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de quoi s'armer pour la chasse, se louent comme coolies. C'est aussi l'occupation des femmes, qui sont très résistantes à la fatigue. Elles se portent beaucoup mieux que leurs maris, dont la paresse va à ce point que sans se soucier ni du froid ni du chaud, ils sont capables de passer toute une nuit à la belle étoile, étendus sur un lit de pierre. La polyandrie, sur laquelle je reviendrai avec plus de détails, fait que tout le monde demeure uni et constitue de grandes familles, cultivant en commun leurs terres, se servant pour cela de yak, de zos et de zomos, bœuf et vache. Un membre de la famille ne peut s'en détacher, et s'il meurt, sa part rentre dans la communauté. On ne sème guère que du blé. Les grains en sont très tenus, à cause de l'âpreté du climat. On récolte aussi de l'orge qu'on pulvérise avant de le vendre. Une fois les travaux des champs terminés, tous les habitants mâles vont cueillir sur la montagne une herbe sauvage, nommée Enoriota, et de grandes épines ou damas. Ils en font du bois à brûler, car le combustible est chose rare au Ladakh. On n'y voit ni bois ni jardin, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'on rencontre au bord des rivières de maigres bouquets de saules et de peupliers. Près des villages, on trouve aussi quelques trembles, mais faute de terre fertile, le jardinage ne peut prendre d'extension. L'absence de bois se remarque surtout dans les constructions qu'on dresse avec des briques séchées au soleil, et ce qui se fait encore plus avec des pierres de moyenne grandeur que l'on agglomère avec une sorte de mortier composé d'argile et de paille hachée. Les maisons des Ladakiens sédentaires ont 2 étages. La façade en est soigneusement blanchie. Les châssis des fenêtres sont peints de couleurs vives. Le toit horizontal de la maison forme une terrasse que l'on décore de fleurs sauvages, et où, pendant la belle saison, les habitants tuent le temps à contempler la nature et à faire tourner leurs pieuses girouettes.
Chaque demeure se compose de plusieurs chambres. Entre autres, il existe une salle dont les murs sont décorés de superbes fourrures et qu'on réserve aux visiteurs. Dans les autres chambres, on trouve des lits et d'autres objets mobiliers. Les gens riches possèdent en outre une chambre spéciale remplie d'idoles et réservée pour les prières. La vie est ici très régulière. On mange de tout, sans grand choix. Mais la nourriture principale des Ladakiens est des plus simples. Leur déjeuner du matin se compose d'un morceau de pain, de seigle. À midi, on sert sur la table une jatte de farine dans laquelle on verse de l'eau tiède et on remue le tout avec de petites baguettes jusqu'à ce que le mélange ait atteint la consistance d'une pâte épaisse ou en des taches de petites boules que l'on mange avec du lait. Le soir, on sert du pain et du thé. La viande est un luxe superflu. Il n'y a guère que les chasseurs qui introduisent un peu de variété dans leur alimentation, en se nourrissant de la chair de chèvres sauvages, d'aigles ou de faisans blancs, qui sont assez communs dans ce pays. Dans la journée, on boit à propos de tout, du tchang, sorte de bière blonde sans mousse. S'il arrive qu'un Ladakien, monté sur un petit poney, ces heureux privilégiés sont fort rares, s'en aille chercher du travail aux avirons. Il se munit d'une petite provision de farine. L'heure du dîner venue, il descend près d'une rivière ou d'une source, verse dans une tasse de bois qui ne le quitte jamais un peu de farine et d'eau qu'il pétrit et mange ensuite avec un pot d'eau. Les Champas ou nomades composent l'autre partie de la population du Ladakh. Ils sont beaucoup plus rudes et surtout beaucoup plus pauvres que les Ladakiens sédentaires. Ils sont pour la plupart de grands chasseurs et négligent complètement l'agriculture. Quoique professant la religion bouddhiste, ils ne fréquentent jamais les monastères, sauf quand ils ont besoin de farine qu'ils obtiennent en échange de leur gibier. Ils campent le plus souvent sous la tente au sommet des montagnes où le froid est très vif. Tandis que les Ladakiens, proprement dit, sont très désireux de s'instruire, d'une paresse incarnée et ignorent, pour ainsi dire, le mensonge. Les Champas, au contraire, sont très irascibles, extrêmement vifs, très menteurs et professent un grand mépris pour les couvents. Parmi eux habite la petite peuplade des Komba, venus des environs de Lhasa, et qui mène l'existence misérable d'une troupe de bohémiens mendiants sur les routes. Incapables de tout travail, parlant une autre langue que celle du pays où ils quêtent leur vie, ils sont l'objet du mépris général. On ne les tolère guère que par pitié pour leur déplorable condition, s'il arrive que la faim les jette en bande à l'attaque d'un village. La polyandrie qui règne dans toutes les familles eut le don de piquer fortement ma curiosité. Il n'y a du reste pas là une conséquence des doctrines de Bouddha. La polyandrie a existé bien longtemps avant l'apparition de Bouddha. Elle a pris aux Indes des proportions considérables, où elle constitue un des plus énergiques moyens de contenir l'essor d'une population qui tend toujours à s'accroître. Encore maintenant, l'abominable coutume d'égorger les enfants nouveau-nés du sexe féminin
fait de terribles ravages aux Indes. Les efforts des Anglais sont restés infructueux dans leur lutte contre la suppression des mères futures. Manu lui-même érigea la polyandrie en loi et des prédicateurs bouddhistes qui avaient abjuré le brahmanisme et prêché l'usage de l'opium importèrent cette coutume dans l'île de Ceylan, au Tibet, en Mongolie et dans la Corée. Longtemps réprimée en Chine, la polyandrie qui s'épanouit au Tibet et au Ceylan se rencontre aussi chez les Kalmouks, entre Todas dans l'Inde méridionale et Nahirs sur la côte du Malabar. On retrouve des traces de cette constitution bizarre de la famille chez les Tasmaniens et dans l'Amérique du Nord chez les Iroquois. Du reste, la polyandrie a fleuri même en Europe, s'il faut en croire César, qui dit dans son De Bello Gallico, livre 5, page 17, Uxores abdent deni duodenique inter se communes et maxime fratres, cum fratribus et parentes cum liberis. Il résulte de tout ceci qu'il est impossible de regarder la polyandrie comme un usage religieux. Au Tibet, elle peut s'expliquer par des motifs d'ordre économique, étant donné la quantité infime de terres labourables dévolues à chaque habitant. Pour maintenir le chiffre de 150 000 habitants répartis au Tibet sur une surface de 1 200 000 km². Les bouddhistes durent adopter la polyandrie. Chaque famille est en outre tenue de faire entrer un de ses membres dans les ordres. Le premier-né est voué à un gompa que l'on trouve immanquablement sur une hauteur à l'entrée de chaque village. Dès que l'enfant a atteint l'âge de 8 ans, on le confie aux caravanes qui passent et vont à Lhasa, où il demeure de 8 à 15 ans comme novice, dans un de ces gompas qui entourent la ville. Il y apprend à lire, à écrire, étudie les rites religieux et les parchemins sacrés écrits dans la langue pali, qui fut jadis la langue du pays de Magadha, où, suivant la tradition, naquit Bouddha, Gautama. Le frère aîné choisit une épouse qui devient commune à tous les membres de sa famille. Le choix de la fiancée et la cérémonie nuptiale sont les plus rudimentaires. Lorsqu'une femme et ses maris ont décidé le mariage, l'un de leurs fils, le frère aîné, est chargé d'aller rendre visite à un voisin qui est une fille à marier. La première et la seconde visite se passent en conversation plus ou moins banale, entremêlées de fréquentes libations du Chang. C'est en venant pour la troisième fois que le jeune homme déclare son intention de prendre femme. On amène alors la jeune fille, qui n'est pas une inconnue pour son fiancé. Les femmes ne se voilant jamais la face au Ladakh.